Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des vidéos de Solidarité Vaud. Donc on réalise pendant la durée de la crise du coronavirus un certain nombre de vidéos pour mieux appréhender les conséquences et les dynamiques derrière cette crise sociale, sanitaire et politique. Et donc aujourd'hui on va traiter de la question du travail domestique et on a la chance pour ça de recevoir Mirella qui est syndicaliste au site. Bonjour Mirella. Bonjour, donc Mirella Ferco, secrétaire syndicale au site. Je m'occupe de l'économie domestique et je travaille au syndicat depuis 10 ans. Merci beaucoup. Et du coup, on va être ensemble pendant à peu près une quinzaine de minutes pour un peu détricoter tout ça. Premièrement, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, parce que je pense que tous celles et ceux qui nous regardent ne sont pas familiers de ce que c'est l'économie domestique, en quoi ça consiste, quelle profession ça recouvre? Alors typiquement, l'économie domestique, c'est toutes les personnes qui gardent des enfants, font du ménage ou s'occupent des personnes âgées auprès des familles. Donc leurs employeurs, c'est des familles, c'est des employeurs complètement privés. Donc c'est ce qu'on appelle l'économie domestique parce que leur travail se fait chez les gens. Et donc, dans un communiqué du site, donc le syndicat interprofessionnel des travailleurs dont tu fais partie, le 2 avril dernier, le site rappelait qu'il y a une grande partie des travailleurs et des travailleuses de ce secteur qui cumulent, je cite le communiqué, qui cumulent pour la plupart d'entre elles diverses formes de précarité, précarité de l'emploi, précarité du statut de séjour, précarité du logement, de la couverture sociale et même précarité en termes d'accès aux soins. Comment on peut expliquer cette réalité et comment ça impacte ces travailleurs et ces travailleuses particulièrement dans le cadre de cette crise? Alors, on peut détailler les différentes précarités. La première précarité, on a dit, il y a plusieurs employeurs. Comment ça s'explique? Parce que certaines personnes font 2 ou 3 heures de ménage pour chaque famille. Donc, au final, ils peuvent arriver à accumuler 15 employeurs différents pour remplir la semaine de travail. Et elles cumulent aussi plusieurs emplois parce que les salaires étant très bas, on est à autour de 3 800 francs pour une semaine pleine de travail, mais euh, vous avez besoin quand même de plusieurs employeurs pour arriver à ce montant-là. Donc il y a plusieurs familles dans lesquelles elles interviennent. Euh, et pourquoi précarité de l'emploi? Parce que ce sont souvent des travaux qui sont rémunérés à l'heure et du jour au lendemain, l'employeur peut dire j'ai plus besoin de vous. Du coup, ça s'arrête. Ça, c'est une des premières précarités de l'emploi. Quand il y a un seul employeur, il arrive aussi que les employés domestiques vivent chez l'employeur. Elles sont nourries, logées. Donc précarité de l'emploi, c'est aussi précarité du logement, parce que si elles perdent leur emploi, elles perdent le logement qui va avec. Troisième précarité, c'est la précarité du statut. Souvent, ce sont des personnes qui sont migrantes, sans papier, donc elles ont un statut de séjour non reconnu, parce que soit elles n'ont pas de papier. Et aujourd'hui, pour maintenir un statut de séjour, il faut prouver une autonomie financière. Ça veut dire que chaque année, vous devez demander à vos employeurs de remplir des formulaires qui prouvent que vous êtes autonome financièrement. Si vous êtes licencié, vous perdez votre travail, tout d'un coup, vous n'êtes plus autonome financièrement et vous perdez votre statut de séjour. Ensuite, il y a également la précarité par rapport à l'accès aux soins. Pas tout le monde a une assurance maladie. Et puis se soigner, ça coûte très cher. Donc, entre payer ses factures de logement, de nourriture, beaucoup de personnes renoncent à consulter parce qu'elles n'ont pas les moyens de, de payer le médecin. Donc ces différentes précarités-là, elles sont dues au fait que ce sont des femmes migrantes, sans statut légal pour la plupart, avec des multiples employeurs. Et une des particularités qui aggrave cette précarité, c'est que l'économie domestique, quand vous travaillez pour certains employeurs, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de fiche de salaire, donc c'est très compliqué de prouver la relation de travail. La loi sur le travail, elle ne s'applique pas. Donc les contrôles sanitaires, par exemple, qui pourraient être
menée par l'Office cantonal de l'inspection des relations de travail. C'est pas possible parce que comme les employés domestiques ne sont pas soumis à la loi sur le travail, le CIRT ne peut pas aller vérifier que les employeurs, par exemple, respectent les mesures sanitaires. Ça, c'est la première chose. Et puis aujourd'hui, on se rend compte qu'elles sont également exclues de tout ce qui est prévention sociale. Pourquoi? Parce que les employeurs n'ont pas conscience que ce sont des employeurs, ne payent pas les charges sociales. Et du coup, si par hypothèse elles ont des permis de séjour, elles pourraient bénéficier des aides sociales, mais elles ne sont pas déclarées. Donc elles n'existent pas, ou alors elles sont sous-déclarées. Et du coup, même si elles ont recours à ces soutiens financiers, c'est jamais à la hauteur du vrai travail, des heures effectuées. Donc ce sont toutes ces précarités multiples-là qui, bout à bout, en pleine période de crise sanitaire, alors que déjà auparavant c'était très compliqué, une précarité vraiment crasse, ça s'empire. Pourquoi ça s'empire? Parce que les employeurs ont peur de la contamination. Du jour au lendemain, ils disent à leurs employés, venez plus travailler, j'ai plus besoin de vous pour faire le ménage, j'ai plus besoin de vous pour vous occuper de mes enfants, ou moi-même, je n'ai plus d'argent parce que j'ai perdu mon travail, je ne peux pas vous payer. Et elles se retrouvent dans une situation catastrophique. Depuis le 16 mars, on a des centaines d'appels de gens qui sont paniqués parce qu'ils ne savent pas comment payer les factures. Et leur dernier recours, c'est leur employeur, parce que c'est ces employeurs-là qui doivent payer les salaires. Donc on est entré dans une espèce de spirale infernale où chaque jour, on doit dire aux personnes, écoutez, on reçoit votre plainte, on va solliciter l'employeur, mais ça va prendre énormément de temps, parce que déjà auparavant c'était compliqué. Aujourd'hui, avec les tribunaux qui sont fermés ou suspendus, faire valoir ses droits en justice, c'est encore plus long qu'avant, donc la crise est vraiment plus qu'aiguë. Merci beaucoup. Et donc, tu viens de le dire que c'est quand même relativement compliqué pour un syndicat et pour le travail de syndicaliste d'apporter son soutien et de venir en aide à ces professions-là du fait que voilà, elles sont non déclarées et qu'au vu de la crise actuelle, c'est de toute façon encore plus difficile que d'habitude de faire valoir son droit aux conditions de travail dignes. Mais du coup, il y a quand même un travail relativement important qui s'est fait au niveau du site pour venir en aide à ces travailleuses. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont les revendications qui ont été élaborées pour défendre les conditions de travail et de vie dans l'économie domestique ces dernières semaines en réponse à la crise? Alors oui, au début du mois d'avril, on a interpellé le Conseil d'État genevois parce que tout ce que je viens de dire avant, on l'a clairement identifié et pour trouver des solutions rapides, en fait, l'intervention de l'État est extrêmement nécessaire. On a identifié 10 mesures qui pourraient en fait soulager, on va dire, les employés de l'économie domestique. La première, ce serait de déclarer les tâches des employés domestiques comme essentielles à la population. Comme je l'ai dit auparavant, elles s'occupent de la garde d'enfants, elles s'occupent d'apporter assistante aux personnes dépendantes. Pourquoi? Parce que les services publics, ils n'arrivent pas à répondre à la demande croissante, donc le travail, il existe. Et ce sont des tâches essentielles à la population. En déclarant ceci, l'État devrait aussi mettre à disposition tout le matériel de protection nécessaire pour que ces tâches-là perdurent. Parce qu'aujourd'hui, en période sanitaire, le risque de propagation du virus n'est pas arrêté, d'accord? On ne sait pas exactement quand la situation va retourner à la normale, donc il faut protéger aussi la santé des personnes qui assument des tâches essentielles à la population. Ça, c'est la deuxième mesure. La troisième mesure, ce serait
de permettre à ces personnes d'avoir accès au service minimum des crèches, de l'accueil parascolaire, quand elles ont des enfants, parce que sinon ça complique aussi le fait de garder les enfants si vous devez quand même continuer à travailler pour assumer un revenu. Là aussi, il faut trouver des solutions. La quatrième mesure, ce serait d'interdire toutes les tâches qui ne sont pas essentielles. Nous avons entendu des choses qui dépassent l'entendement. Des employeurs qui demandent à leurs employés de prendre du linge à la maison parce qu'elles ne peuvent plus. On a lu dans la presse que si vous êtes vulnérable ou si vous avez peur, enfin si les mesures sanitaires ne peuvent pas être respectées par l'employeur, alors il faut faire du télétravail. Comment est-ce que ça s'est traduit? Les employeurs ont dit, ah bah moi je vais donner le travail à la maison, du télétravail, du linge par exemple, du repassage. Sauf que pour aller chercher le linge, il faut prendre des transports publics. Amener du linge chez soi, déjà encore faut-il avoir de quoi faire les lessives. Ce sont des personnes qui soit vivent en cohabitation, soit vivent avec des personnes vulnérables. Donc prendre du linge potentiellement contaminé à la maison, vous imaginez quel problème ça peut induire. Ou alors du repassage, bien sûr, on se promène avec 5 ou 6 kilos de linge dans les transports publics. Donc non, les tâches essentielles, évidemment, d'assistance et de garde d'enfants, il faut pouvoir continuer à les effectuer, mais tout ce qui est repassage ou autres tâches non essentielles, ça devrait être tout simplement interdit. Une cinquième mesure, elle est liée au logement. Donc je vous ai dit tout à l'heure que certaines personnes vivent chez l'employeur. Du jour au lendemain, elles peuvent perdre leur emploi et du coup, où est-ce qu'elles vont se loger? Aujourd'hui, les hôtels sont semi-vides, donc un des moyens, ce serait réquisitionner ces chambres d'hôtel pour les mettre à disposition des personnes qui n'ont pas de solution de logement. Et puis évidemment, il faut pouvoir garantir l'accès aux soins pour tous, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'on soit assuré la malle ou pas, prévoir une assistance sanitaire pour les employés domestiques, ça semble une mesure incontournable également. Il reste 4 autres mesures. Je vous ai parlé des employeurs qui n'ont pas conscience des employeurs. Donc on demande à l'État d'organiser un plan de communication urgent pour rappeler aux employeurs quelles sont leurs obligations et leur dire il faut payer les salaires. Il faut payer les salaires si vous demandez aux salariés de ne pas venir. Il faut payer les salaires si elles sont malades. Il faut payer les salaires si elles sont en quarantaine. Il faut pouvoir payer les salaires si ce sont des personnes vulnérables et on ne peut pas assurer les mesures d'hygiène parce qu'elles ne sont pas responsables de ça. Donc, un plan de communication à l'intention de tous les employeurs et évidemment mettre urgemment en place un fonds, un fonds cantonal de pandémie pour garantir un revenu d'existence minimale qu'on a estimé à être autour de 3 320 francs, qui est 80% du salaire inscrit dans le contrat type de travail. Ça, c'est la mesure urgente aussi, de l'argent rapidement, pour éviter les endettements, pour éviter une perte du statut. Et là, j'en viens aux 2 dernières mesures. C'est très compliqué aujourd'hui de renouveler son statut ou d'obtenir l'examen de sa situation. Donc, il faut faciliter et renouveler, faciliter et accélérer le renouvellement des permis de séjour et délivrance des autorisations. Et également obtenir que le SEM, le service immigration, examine avec souplesse le critère de l'autonomie financière. Parce que, comme on l'a expliqué avant, c'est un des critères qui va être le plus pénalisant en cette période. Voilà, c'est les 10 mesures qu'on a identifiées et qu'on a transmises au Conseil d'État.
Merci beaucoup. Et donc ça, c'est des mesures pour l'ici, maintenant, tout de suite, urgentes à mettre en place pour simplement assurer, comme tu le disais, une protection, des salaires, un droit à la santé qui devrait être inaliénable et qui ne devrait pas dépendre du statut légal, du genre ou de la profession exercée. Mais cette crise, elle permet quand même de voilà, mettre en avant un certain nombre de professions qui sont absolument essentielles au bon fonctionnement de nos sociétés. Les professions de l'économie domestique en font largement partie et pourtant, c'est des professions qui, en temps normal, sont invisibilisées, très très peu rémunérées, considérées comme des professions secondaires pour lesquelles il n'y a pas besoin de faire une formation particulière. Quand c'est des femmes qui les exercent, c'est souvent considéré comme un instinct maternel ou un instinct féminin qui permet d'exercer correctement ces activités. Et en fait, on se rend compte que c'est pas le cas, et surtout, on se rend compte que c'est ces professions-là qui, au contraire, devraient être mises en avant par nos sociétés parce que c'est elles qui permettent de perpétuer la vie, de perpétuer une bonne santé et de perpétuer une vie saine pour chacun et chacune d'entre nous. Et donc, ça pose la question de, une fois le pic épidémique passé, quand les choses reviendront un peu dans un statut plus calme et plus tranquille, comment faire et surtout, comment est-ce que le syndicat, vous réfléchissez à ce que ces professions-là aient droit à une large revalorisation en fait, de leurs compétences, donc à un salaire qui augmente, à des conditions de travail qui soient meilleures, juste à une reconnaissance sociale de l'importance de leur métier plus grande, et comment vous pensez vous battre pour ça, et qu'est-ce que tu penses que sera disons, les réactions du Conseil d'État genevois par rapport à ces demandes-là? Est-ce qu'ils y seront favorables et que sans broncher, ils diront oui, d'accord, on instaure, je ne sais pas, un salaire minimum à 4 500 francs par mois pour toutes les travailleuses de l'économie domestique? Ou est-ce que ça va nécessiter un combat et une lutte politique et syndicale un peu plus importante? Alors, le travail féminin, il a de la peine à être reconnu. Ça reste quelque chose qui traverse les siècles, on va dire. On s'en sort malheureusement pas encore. Et les employés de l'économie domestique, elles font les frais plus que d'autres. Donc, euh, si on arrivait à valoriser en fait toutes les tâches qui sont liées au care, ce serait une avancée pour la société. On a encore du travail à accomplir, mais le 17 mai, théoriquement, à Genève, on aurait dû voter sur 23 francs de l'heure minimum pour tout le monde. Ça, c'est une des campagnes syndicales qu'on a menées. Maintenant, les votations, elles n'ont pas pu avoir lieu, mais la revendication, elle persiste. Donc, évidemment, ça passe par le salaire digne pour tous qui est de 23 francs de l'heure minimum. Donc là, on augmenterait déjà de plusieurs francs les salaires actuels. Et évidemment, limiter la durée du temps de travail. Parce que on a beau vouloir augmenter les salaires, si on doit travailler 60 heures pour avoir à la fin le même salaire, ça ne va pas non plus. Donc ça va ensemble. Hein. Donc salaire minimum et diminuer les heures de travail. Et puis une des revendications qui est historique, on va dire, un emploi en statut. Si vous travaillez, il faut pouvoir résider sereinement dans un pays qui a besoin quand même de cette main-d'œuvre. Super, ben merci beaucoup. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose en conclusion ou s'il y a des éléments qu'on n'a pas traités qui concernent l'économie domestique et la crise du coronavirus. Non, on espère que les autorités cantonales sauront répondre à notre appel. Pour l'instant, un groupe de travail qui réfléchit sur le revenu doit être mis sur pied prochainement, mais c'est toujours trop long. Donc le message c'est nous on appelle toujours à la mobilisation, donc on va essayer de rendre encore plus visible de toutes les manières possibles. Donc merci beaucoup pour cette interview parce que c'est important de rappeler quasiment au quotidien que ces réalités-là persistent et on espère qu'on arrivera à faire changer les choses. Merci à toi d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et effectivement, nous, on a fait une banderole à Solidarité Vous qui dit face au virus, la solution, c'est la lutte. Et je pense qu'effectivement, c'est le chemin qu'on devrait toutes et toutes prendre pour les mois et les semaines à venir. Voilà. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour les prochaines.